Bonsoir et bienvenue pour cette première fois, notre live du PS Suisse sur Instagram qui s'appelle Champ Libre. C'est un moment de débat, de discussion vers la fin de la troisième semaine de la session parlementaire ici à Berne. Je m'appelle Cédric Vermouth, je suis le coprésident du PS Suisse et nous allons débattre ce soir, évidemment, de l'élection au Conseil fédéral de Martin Pfister, le nouveau Zoubois qui fait partie maintenant de notre gouvernement, et de la tragique et de la catastrophe de la violence contre les femmes dans notre pays, notamment les féminicides. Je ne vais pas en parler tout seul, ça serait pas très intéressant. C'est la raison pour laquelle on a invité deux membres du groupe socialiste. Bienvenue, merci d'avoir pris le temps. Jessica Jacou, conseillère fédérale. Pas encore. Peut-être un jour, je voulais déjà entrer dans le débat. Attention, Cédric, de la succession de Martin Pfister, conseillère nationale, c'est juste, du canton de Vaud, et Valérie Piller-Callard, coprésidente du PS Suisse et conseillère nationale du canton de Fribourg. Bonsoir. Bonsoir. On arrive vers la fin de la troisième semaine de la session parlementaire, je l'ai déjà dit. Est-ce que tu te réjouis de pouvoir retourner à Fribourg, Valérie, ou tu aimerais encore continuer une semaine? Non, je crois que je me réjouis de retourner à Fribourg. Il y a eu pas mal de discussions très intenses, en tout cas cette dernière semaine, notamment sur les questions de santé, avec pas forcément des très bonnes décisions. Cette décision dans ta commission, qui vient de ta commission sur les prix maladie, disons la franchise pour la prime maladie. Oui, tout à fait. C'est vrai que le Parlement et la majorité du centre droit a accepté une proposition qui venait d'une conseillère aux États UDC sur l'augmentation de la franchise minimum. Et c'est vrai que c'est une décision qui est juste intolérable, parce qu'on va de nouveau ajouter une couche supplémentaire à la charge des assurés avec cette augmentation de la franchise minimum. C'est les personnes qui sont malades chroniques, c'est les personnes âgées ou les personnes vulnérables qui vont de nouveau devoir supporter cette proposition. Donc c'est vrai que c'était pas un beau jour hier par rapport à cette décision. Juste que pour tout le monde, nous comprenons la franchise, c'est la partie que je paye directement et privée avant que l'assurance maladie reprenne n'importe quel coût. Oui, exactement. C'est la partie qu'on détermine quand on prend une assurance. Ça commence à 300 francs, ça peut aller jusqu'à 2500 francs. Et puis c'est vrai que les gens font le choix de prendre une petite franchise en fonction de leur capacité financière et de leur état de santé. Donc aujourd'hui, c'est vrai, cette franchise, elle n'a pas augmenté depuis 20 ans. Mais ce qui est important de rappeler, c'est que les primes, elles ont augmenté depuis 20 ans de façon exponentielle. Et là, d'ajouter encore une couche en augmentant cette franchise où les gens, déjà les assurés, participent en Suisse de façon très très importante au coût de la santé, parce qu'il y a les primes qu'on paye, il y a la franchise qu'on paye, il y a la quote-part qu'on paye, et puis après il y a encore tous les petits médicaments, les petites choses qu'on achète directement sans employer. Ça dépasse les 60%. C'est plus de 60%, c'est environ 65% des coûts globaux de la santé qui sont pris en charge directement par les assurés. Beaucoup plus que dans les autres pays européens, si j'avais compris. On est, je pense, dans les pays de l'OCDE, un des pays où les gens participent le plus au coût de la santé. Mais juste pour rassurer plutôt tout le monde, cette loi n'entre pas en vigueur demain. Ça sera encore un débat parlementaire. Non, alors c'est clair, ça va être encore un débat parlementaire. Le Conseil fédéral va devoir proposer une modification de loi. On va encore traiter dans les commissions cette modification de loi. Et puis après, c'est clair, il y aura encore un outil qui est important pour nous, c'est le référendum. Si ça continue dans cette direction et qu'on augmente cette franchise minimum et qu'on n'arrive pas à trouver des solutions ou qu'on abandonne complètement le projet, je pense qu'avec le Parti socialiste, nous lancerons le référendum. Enfin, j'en doute pas. Décision formelle, mais probablement on n'a pas vraiment besoin de prendre des décisions formelles. C'est très clair. Jessica, qu'est-ce qui était le moment le plus important, ou peut-être le plus impressionnant de cette session, hors de l'élection du Conseil fédéral? Oui. On va dire tout de suite. C'est fou parce que quand j'écoute Valérie reprendre un peu cette dynamique autour des assurances maladie, en fait, ça rejoint toujours cette impression que j'ai quand je viens en session, c'est cette arrogance de la droite au Conseil national. C'est différent qu'au canton de Vaud. Mais oui, parce que il y a
moi, ce qui me choque le plus dans cette arrogance, c'est vraiment où il y a plein de débats, où ils prennent même pas la peine de prendre la parole pour expliquer leur position. Il y a vraiment cette espèce d'arrogance du majoritaire. Ouais. En gros, ils ont fait leur compte. C'est les Suisses allemands. Ils savent qu'ils ont gagné. Je sais pas. Je vais pas mettre tout sur le dos des Suisses allemands. J'attends encore un peu, quand même. Non, mais je pense qu'il y a vraiment cette arrogance du majoritaire, quoi. En gros, ils ont fait leur compte. Ils savent qu'ils vont gagner. Ils savent qu'ils n'ont pas d'arguments crédibles, que si par ailleurs ils disaient vraiment ce qu'ils pensaient, la population pourrait même être un peu choquée. Donc ils disent rien. Ils nous laissent, nous, faire le boulot de porter le débat sur la place publique, etc. Puis après, ils votent. Et c'est tout. Et je trouve que c'était particulièrement flagrant quand on a eu le débat sur la problématique des dons d'UBS et de Crédit Suisse aux partis politiques. Ouais, c'est impressionnant. Et ça, c'était quand même impressionnant, quoi. On sait dans ce pays qu'on a tous les partis de droite et de centre-droite qui sont massivement arrosés. Franchement, on peut pas dire autre chose. Qui sont massivement arrosés par les grandes banques. Qui reçoivent tellement d'argent, ça leur permet d'être hyper puissants pendant les campagnes, de placer des gens comme ça qui votent systématiquement dans l'intérêt des grandes banques. On l'a vu avec Crédit Suisse, la commission d'enquête parlementaire. Puis après, nous, on fait vraiment ce travail de dire, mais en fait, les gars, ça joue pas. Franchement, vous recevez tellement d'argent des banques que vous êtes incapables ensuite de les réguler. Donc maintenant, on veut cesser ces pratiques et ils ne viennent même pas à la tribune expliquer pourquoi il faut maintenir le système. Donc ça, il faut quand même que les gens, ils voient le résultat du vote, mais il faut quand même se rendre compte que ils se disent le débat démocratique, franchement, on s'en fout. On ne prend même pas la peine de venir expliquer notre position. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était très symptomatique de cette arrogance majoritaire qu'on retrouve après dans d'autres décisions, comme celle d'augmenter la prime minimale, où en fait, il y a vraiment une inconsidération totale des gens, quoi. Enfin, je trouve ça fou. J'arrive en tout cas encore, y compris à la 3e semaine de la session, de m'indigner de ces pratiques. Bah, ça, c'est super important, je pense, cette indignation, parce que sinon, ça s'établit comme pratique complètement normale. D'ailleurs, c'est déjà fait. En tout cas, en commission d'économie où je siège, on a eu la même chose avec mais plus ou moins, toutes les réformes sur l'imposition, sur la fiscalité, tous les paquets fiscaux pour un soulagement entre guillemets pour les grandes entreprises. Normalement, ils prennent pas vraiment position, ils nous laissent défendre le nom et puis ils prennent la décision. Et surtout maintenant sur les banques, ce qui est le plus impressionnant, que quelques semaines avant la session parlementaire, ils ont vraiment retiré toutes leurs propositions, la commission qu'ils avaient fait après la chute de Crédit Suisse, pour faire un théâtre politique, pour donner l'impression qu'ils avaient changé de position, qu'ils défendaient maintenant l'intérêt général contre des grandes banques. C'est évidemment aussi parce que l'UBS, c'est vrai, a continué de faire ses dons, et là, ils refusent le débat, mais aussi, si après on regarde les médias, c'est pas vraiment repris d'un point de vue critique. Non. J'avais l'impression. Bon, il y a un point, si je peux faire un parallèle avec l'histoire des franchises minimum. On avait décidé en 2019, il y avait aussi de nouveau cette question, mais c'était pas juste avant les élections. Ouais, c'était juste avant les élections où il y avait de nouveau cette proposition. On avait menacé de lancer le référendum. Et puis, voilà, Blocher avait intervenu en disant, maintenant, vous votez non comme la gauche pour éviter qu'il y ait ce référendum en pleine élection fédérale, parce qu'ils se sont bien rendus compte que devant la population, ils avaient aucune chance par rapport à cette proposition qui était totalement impopulaire et notamment aussi auprès de leur électorat. Et c'est vrai qu'on voit des parallèles sur différents dossiers de ce type-là, comme tu l'as dit, Jessica, de cette arrogance et puis de dire de toute façon, c'est bon, on est majoritaire, on arrivera à placer nos idées et nos pions. Et c'est ce qu'ils font maintenant, que ce soit sur le don, que ce soit au niveau des primes d'assurance maladie. Il y a d'autres propositions aussi durant cette session qui ont été acceptées. Il y a notamment la question de la liberté du choix de pouvoir contracter, donc la liberté aux assurés de pouvoir choisir un médecin, où on donne aujourd'hui de nouveau plein pouvoir en fait aux assureurs maladie. Et ça, c'est de nouveau des propositions qui vont péjorer les assurés et la qualité aussi des décisions que les assurés pourront prendre, quoi. Tu viens de mentionner Christophe Blocher. On va pas parler de Christophe Blocher évidemment, mais non, surtout pas. Évidemment pas, mais il a fait partie à un moment du Conseil fédéral, du gouvernement de ce pays. Et on a élu un nouveau membre du Conseil fédéral. Est-ce que c'était ta première élection au Conseil fédéral? C'était la deuxième, puisqu'on avait eu l'élection générale au début de la législature. Okay. Mais bon, c'était la première complémentaire. Première complémentaire. Ouais, exactement. C'est du coup la deuxième élection au Conseil fédéral que je ne regarde pas à la télé. C'est vrai. Et ça, t'as fait quel
quelle impression ce genre, toute cette procédure, tout ce processus, quand même un peu spécial. Ouais, c'est quand même très particulier parce que c'est donc vu que le Conseil fédéral est élu par l'Assemblée, donc il est élu par les 246 parlementaires. C'est un peu une élection sous cloche, quoi. C'est un peu à huis clos. Il y a quand même une proximité entre les candidats et les électeurs. On n'est quand même pas beaucoup finalement à désigner ce Conseil fédéral. Donc il y a vraiment un peu cette impression d'élection du chef du village, quoi. On a l'impression que ça se passe comme ça, comme si c'était vraiment autour du feu le soir qu'on décidait de qui allait être élu le chef. Et c'est fou parce que quand on n'y est pas, on regarde ça à la télé, on a l'impression qu'il y a beaucoup de suspense, on suit à travers les médias qui montent un peu le truc comme ça. Et moi, je dois dire que maintenant que je le vis depuis l'intérieur, il y a quand même des moments que je trouve un peu décevants, en fait, dans cet exercice démocratique. Lequel en particulier? Mais, alors, je ne vais pas révéler non plus des secrets qu'il faudrait pas révéler, mais je trouve que quand on reçoit les candidats au sein du groupe, donc on les invite exactement, c'est ce qu'on a fait le mardi qui a précédé l'élection au Conseil fédéral. Donc on a reçu ici, c'était les deux candidats qui sont venus se présenter devant tous les parlementaires socialistes, présenter leur programme, répondre à quelques questions. J'ai trouvé que c'était hyper scolaire, quoi. Enfin, j'ai trouvé que il y avait ce côté je lis mes fiches, il y a un peu une espèce de salade comme ça qui était racontée un peu fade, quoi. Enfin, je trouvais que ça manquait un peu de punch et un peu d'engagement. Ça, c'était un peu la partie qui m'a un peu déçue, j'avoue. Le piment, ouais, ça manquait de piment. Ça manquait de piment. C'était quand vous avez... Piment rouge. Mais non, ça manquait clairement de rouge, ça c'est sûr. Ouais, bon, ça c'est clair. C'était à quel moment que vous avez, pour la première fois dans votre vie, entendu le nom de Martin Pfister? Le jour où il a annoncé sa candidature, à l'échéance du délai pour les candidatures au Conseil fédéral. 12 février. Ouais. C'était quoi? Je sais plus. Mais ça, c'est quand même incroyable. On est quand même un pays où on arrive à... Bon, il y a des ministres dans certains pays qui débarquent aussi de nulle part. Je pense pas que c'est une exclusivité suisse. Mais c'est quand même un événement assez rare. Assez rare, même pour la Suisse. À la fin, c'était quand même une élection assez claire. Il était élu avec 134 voix, si je me... Dès le deuxième tour. Dès le deuxième tour. Bon, ils étaient que deux candidats, alors mathématiquement, c'était assez vite fait. Mais j'aurais jamais parié, honnêtement, il y a quelques semaines que M. Markus Pfister... je viens de mélanger les noms. C'est la catastrophe. Ils se ressemblent tellement et ils sont libéralement... Exactement. Markus Ritter, le président des paysans quand même, ne serait pas élu dans ces circonstances. C'était quoi à la fin? C'était une élection contre Markus Ritter ou pour Martin Pfister? Je pense, l'avantage que Martin Pfister avait, peut-être dans ce cas d'élection-là, c'est que il était inconnu, j'ai envie de dire, parce que c'est vrai. Voilà, moi c'était la première fois que j'allais élire quelqu'un que j'avais côtoyé personnellement qu'une seule fois. Alors il a pris le temps, ça j'ai trouvé aussi bien. Alors il t'a contacté? Alors moi il m'a contacté. On a pu échanger pendant 25 minutes. J'ai pu lui poser des questions, sur des préoccupations que j'ai, sur des thèmes politiques qui sont importants pour moi. Et c'est vrai qu'on a eu un échange et j'ai trouvé la démarche, en tout cas, vraiment bien. Et c'est vrai que c'est une des premières élections où j'ai quelqu'un... Et Ritter ne l'a pas fait, alors? Ritter absolument pas fait, pris aucun contact. Honnêtement, c'était d'un glacial, je trouve, même quand on se croisait dans les couloirs ou comme ça. Et puis après, c'est clair que Ritter, c'est un candidat qu'on connaît, on connaît ses votes, on sait ce qu'il pense sur différents sujets. Et puis, en tout cas, de notre côté, gauche, ça lui a, c'est clairement desservi sa candidature au Conseil fédéral. En plus, c'est quelqu'un quand même qui est pas forcément toujours très sympathique. Donc non, mais on n'a pas forcément envie d'aller boire un verre avec lui. Et puis ça le dessert quand même un petit peu, j'ai envie de dire, quoi. Ce que je disais, l'élection du chef du village. Ouais. Non, mais c'est pas un critère. Mais ce que je veux dire, c'est que à un moment donné, il y a des critères subjectifs qui entrent en ligne de compte. Alors surtout si tu as deux personnes de l'aile droite d'un parti qui représente comme un programme qui est pas le nôtre, évidemment. Exactement. Et puis on a des attentes aussi par rapport à ce conseiller fédéral, parce qu'on sait que sur certains sujets,
ben voilà, il aura quand même une certaine influence et on attend qu'il puisse aussi prendre des positions, notamment sur les questions sociales, avec nos deux élus au Conseil fédéral. Peut-être qu'en fait, ce qui a été compliqué pour Markus Ritter, c'est cette arrogance dont je parlais tout à l'heure. Enfin, j'ai trouvé qu'il avait, en fait, pendant sa campagne, en fait, cette même posture que je décrivais tout à l'heure, de ce truc je me sens pas nécessairement le besoin de venir m'expliquer parce que je suis le favori ou parce que je suis influent, parce que j'ai un gros lobby derrière moi. Il a quand même fait une campagne en disant un peu, j'ai le lobby des paysans derrière moi, donc en gros, c'est plié, réglé. Puis c'est peut-être aussi la preuve que cette forme d'arrogance, les jeux sont faits avant l'heure, sur ce coup-là, ça a pas payé. Donc, tout à fait d'accord. C'est un très bon symbole, je pense, de cette arrogance politique. Est-ce que Markus Ritter il est connu en Suisse romande comme figure politique et sa manière d'agir, parce que sa manière d'agir en Suisse alémanique, c'est impressionnant. C'est vraiment que le pouvoir. Il détruit les gens. Il a fait des campagnes hallucinante contre des personnes qui ont défendu les initiatives paysans, etc., qui étaient peut-être un peu difficiles sur le fond, mais la manière de faire, et c'était toujours que la confrontation du pouvoir. C'était jamais de l'argument, c'était juste je vous écrase parce que j'ai la possibilité. Et j'ai le pouvoir. Et je pense qu'il a fait exactement ça. Il a pris la feuille, il a fait le compte, il a juste pris tous les paysans sur la liste, tous les membres du PLR et de l'UDC, il a vu la majorité, il a oublié que si c'est par bulletin secret, probablement il y a même des paysans qui n'ont pas donné leur placette, je pense à Markus Ritter à la fin. Ouais, c'est vrai que Monsieur Pfister a fait une campagne, et ça je suis tout à fait d'accord avec Valérie, avec une forme d'humilité qui est peut-être beaucoup plus suisse. Que Markus Ritter. Ouais. Le fait qu'ils prennent le temps d'aller discuter, y compris avec des élus de gauche, en donnant l'impression d'être à l'écoute. Je trouve que ça correspond déjà beaucoup plus à ce qu'on veut cultiver en termes de politique suisse, qu'une posture beaucoup plus arrogante, comme tu le dis, vraiment très axée sur le pouvoir de M. Ritter. Et puis, c'est ce qu'on attend aussi d'un conseiller fédéral, quoi. C'est aussi qu'il soit à l'écoute. Ouais. Et puis, du moment qu'il rentre dans un collège, qu'il puisse aussi travailler à l'intérieur de ce collège. Parce qu'on le voit aujourd'hui, il y a quand même pas forcément une ambiance très très folle au sein de ce conseil fédéral. Donc, d'amener encore un gros bulldozer là au milieu, est-ce que ça aurait été ça? Avant de passer aux attentes que nous avons pour M. Pfister, c'est quand même incroyable. Une question du public est intéressante. Qu'est-ce que je peux faire comme citoyen et citoyenne suisse aujourd'hui si je ne suis pas satisfait de cette élection? Est-ce qu'il y a une possibilité de changer les choses? Et pourquoi le PS n'a pas tenté d'élire quelqu'un de gauche pour ce siège du PDC? Du centre, excusez-moi, le PDC n'existe plus. Le seul moyen, c'est de changer un peu les majorités au Conseil national et au Conseil des États. C'est clair que si les forces politiques seraient plus équilibrées ou les forces progressives comme le Parti socialiste seraient représentées de façon plus importante en nombre, c'est là qu'on peut agir sur la représentation du Conseil fédéral, où on peut prétendre avoir plus d'élus qui viennent des forces de gauche et des forces progressives. C'est vrai que en tant que citoyen, malheureusement, c'est, je dirais, la seule voie qui peut être possible. Et c'est vrai qu'on se rend toujours pas compte forcément des impacts qu'une élection au Conseil national peut avoir sur la suite en fait des processus, parce que il y a clairement des gens qui sont politisés et qui vont voter la liste parce que pour des raisons X ou Y, c'est ce parti-là que je soutiens. Il y en a d'autres, ce sera celui-là je le connais, sans forcément connaître son positionnement politique. Et c'est des fois là où c'est dangereux parce que son positionnement politique est pas forcément celui qui correspond à mon positionnement si on cherche pas un petit peu plus loin dans le processus lors d'une élection. Et je crois que là, les gens doivent être conscients que quand ils remplissent un bulletin de vote, il peut y avoir des conséquences sur la suite. Martin Pfister va reprendre le département de la Défense, un département qui est pas un département traditionnel du PS. Je crois qu'on n'a jamais eu dans l'histoire du pays. Je dirais que non plus. Non, il y a 30 ans d'UDC, puis avant c'était le PLR, et puis
2 fois le centre. Est-ce que vous avez des attentes? Qu'est-ce qui devrait faire et qu'est-ce qui va faire maintenant Analytique? Qu'est-ce qu'on a l'impression? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va changer avec Martin Pfister à la tête du DPS? Alors, je pense qu'on peut déjà que attendre qu'il y ait des choses qui changent. Est-ce qu'elles vont véritablement changer? Ça, on le verra bien. Faut quand même rappeler que même si Monsieur Pfister avait l'air d'être moins problématique que Markus Ritter, ça reste problématique, c'est une bonne formulation. C'était diplomatique. C'est très diplomatique. Ça reste quand même, un bonhomme de droite et de très à droite, hein. Donc, faut quand même rappeler que c'est pas, si on avait vraiment eu le choix d'un candidat à élire, ce serait sans doute pas lui qui aurait été élu. Et puis, je pense qu'il manque pas de défis aujourd'hui au DDPS. Disons, il y a un certain nombre de scandales à éteindre. Il y a des priorités à refixer, des stratégies claires à définir sur des enjeux sécuritaires pour le pays. Il y a une vision à donner qui a un peu disparu, quoi. Enfin, c'est un peu quand même le grand pataquès. On sait pas trop dans quelle direction on va. Moi, j'espère qu'on a un ministre qui va renoncer au F-35. Ça, c'est l'avion qu'on vient d'acheter chez les Américains. Chez les Américains. Je pense que au moment même où il a été décidé d'acheter les F-35, donc ces avions produits par les Américains, je pense que c'était déjà au moment de l'achat une grave erreur en tout cas sur le plan des diplomatiques et des relations internationales. On aurait dû se retourner vers nos alliés beaucoup plus naturels et beaucoup plus proches que sont les Européens. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a des décisions stratégiques fondamentales à prendre. Et s'il y a une chose qu'il ne faut plus faire, c'est d'acheter des avions de combat à son nouvel gouvernement aux États-Unis. Donc ça, ce serait par exemple une décision forte que le ministre pourrait prendre. On a déposé des motions dans cette Martin, direction. si tu nous entends. Oui, exactement. Ouais. En général, je trouve que cette question qui est maintenant vraiment sur la table, c'est la question de l'orientation, disons, géopolitique de la Suisse. Et on a quand même une majorité qui a assez clairement déclaré son intérêt de vouloir se rallier à cette nouvelle axe, disons, un peu Moscou, cet axe du mal. Moscou, exactement, Washington, et servir comme île ou comme pied à terre en Europe, si on a entendu ce qui a été dit par la présidente de la Confédération, quand même. Je trouve, mais honnêtement, j'étais surpris d'une manière positive des réactions sur la prise de position de Karine Keller-Souter, parce qu'il était quand même très très clair. Le Conseil national a d'ailleurs voté pendant cette session une déclaration qui ne change pas la loi, mais qui est une déclaration politique qui a quand même assez clairement recadré la politique suisse vers une orientation européenne en ce qui concerne la politique de sécurité. Non, je pense que tu as raison, hein, les déclarations de Karine Keller-Souter à propos du vice-président américain à Munich, qui étaient quand même des propos assez choquants, hein, très très violents envers l'Europe. Avec une présidente de la Confédération qui dit en fait que c'était des propos qui étaient très suisses, très libéral et très suisse. Ça a choqué, et je pense que ça fait partie des éléments où il n'y a pas de Rösti-Graben. Je pense que ça a choqué tout autant en Suisse romande qu'en Suisse allemande, parce que là ça touche à quelque chose qui fait partie de l'ordre de la colonne vertébrale et de vraiment de ce que c'est que d'être suisse. Et qu'est-ce qu'on veut donner aussi comme image à l'étranger, et qu'est-ce que c'est que d'agir en tant que Suisse? On a reçu beaucoup de lettres, beaucoup de mails, beaucoup de courriels, exactement avec ce contenu, des gens qui disaient on est choqués par le manque de volonté de défendre la liberté, la démocratie, les principes fondamentaux. Exactement. Et aussi fondateurs d'une manière ou de l'autre de l'Europe, etc. Et ça, je pense, ils sont pas vraiment rendus compte. La réaction de la majorité bourgeoise, c'était de réfléchir de la manière des années 90-90, de dire la première tâche que nous avons, c'est de trouver des possibilités de faire du business pour la Suisse, exactement. Et ça, je pense que la population a quand même compris au plus tard, après l'invasion de l'Ukraine, que c'était terminé, qu'on devrait changer la page ou le chapitre dans notre histoire. En tout cas, c'est la forte impression que j'ai eue si je regarde ce genre de réaction. Oui, et puis je pense que la population suisse, elle est aussi attachée à certaines valeurs. Et ce qui est en train de se passer, au niveau géopolitique, avec des présidents qui sont quand même très agressifs, qui ont plus aucun respect, ça correspond pas aux valeurs politiques et démocratiques qu'on a en Suisse. On le voit avec l'équilibre qu'on a aussi politique, avec le respect qu'il y a dans nos débats aussi politiques, même si on n'est pas d'accord avec un UDC, il y a jamais des clashs. Et je pense que c'est des éléments qui... Quelques-uns. Oui, alors il y en a, parce qu'on est d'accord, il y a certains
collègues qui peuvent être très extrêmes, et il faut dénoncer ces positionnements. Ça, je suis d'accord, mais je dis vraiment au sein de l'hémicycle, il y a quand même un respect qui est là et qui, je l'espère, va rester, parce que c'est aussi comme ça qu'on arrive à faire avancer les choses, et pas en étant beaucoup trop clivant. Et là, on est parti avec les déclarations qui ont été faites à Munich. Pour moi, c'était un dérapage vraiment politique. Et j'ai été vraiment surprise que Madame Keller-Souter arrive à ce dérapage-là. Bon, elle a bien rétropédalé après. Hein. Je pense qu'elle a. Elle a essayé. Elle a essayé. Ouais, disons, elle a essayé. pas... Est-ce que ça, une question tout simple, peut-être pas si simple. Est-ce que ça vous fait peur, la situation politique aujourd'hui avec Trump et Poutine? Moi, je trouve que c'est quand même difficile. On en a parlé d'ailleurs pendant la session. C'est difficile de pas perdre la volonté de continuer le combat. C'est comme un choc incroyable. Bien qu'on le savait, on savait que ça va venir, mais c'est d'une dureté, c'est lourd, cette nouvelle vague vraiment néo-fasciste. Et on a beaucoup de gens qui nous posent la question que faire. Et je trouve complètement compréhensible. En tout cas, moi, ça m'a quand même choqué. Ouais. En fait, je pense que ce qu'il y a d'hyper choquant avec la séquence politique qu'on est en train de vivre, il y a les méthodes. C'est ce que disait Valérie. Enfin, vraiment cette nouvelle méthode de faire de la politique qui est vraiment absolument scandaleuse, qui est outrancière, qui est injurieuse. Enfin, disons d'avoir des gens au pouvoir qui font des saluts nazis. Non, mais franchement, on pensait jamais vivre ça. Non, mais on pensait vraiment que notre génération ne vivrait jamais ça. Ouais, quand j'ai commencé la politique, c'était George Bush Junior. Oui, et on faisait des manifestations. Ouais, on faisait. Et on croyait vraiment que c'était la fin de la honte. Oui, et puis on lisait Manuel Todd, L'Empire du mal. Enfin, disons non. Puis on manifestait contre la guerre en Irak, puis on avait l'impression qu'on connaîtrait jamais rien de pire. Exactement. Et puis aujourd'hui, on a Elon Musk et Donald Trump au pouvoir aux États-Unis. Si on aurait le choix, on prendrait. Non. Dis-le pas. Bah oui. Dis-le pas. Okay, ça, c'est pas possible. Mais malheureusement, c'est vrai. Ouais. Mais du coup, il y a vraiment cette forme que je trouve qui est vraiment hyper choquante et qu'on doit bien évidemment dénoncer. Et surtout, faut pas oublier le fond. Le fond. Ouais. C'est la politique des ultra riches et des ultra puissants contre le reste du monde. En fait, il faut quand même se rappeler que c'est une toute petite clique de personnes qui détiennent le pouvoir, l'argent, les influences, qui décident de grandir encore au détriment des autres et d'écraser en fait les populations. Enfin, quand on milite au Parti socialiste, on est peut-être plus sensible que d'autres sur ces questions-là, mais enfin moi je trouve que la violence qu'on vit aujourd'hui, elle est surtout comme ça. C'est vraiment cette espèce d'idée vraiment d'écraser les plus fragiles, les plus précaires, les minorités, de mettre un terme à toutes les politiques sociales, d'être hyper virulent sur des droits qu'on pensait franchement. Est-ce que tu pensais un jour qu'on aurait des débats comme ça sur la question de l'avortement? Ouais. Et en plus, c'était annoncé pour cette fois. En 2016, on pourrait dire, c'était encore, on ne savait pas. Là, le programme était complètement déclaré. Mais je pense que on a vraiment un rôle, en tout cas avec le Parti socialiste et la gauche de façon générale, c'est de dénoncer ce qui est en train de se passer et de mettre le doigt sur les vraies problématiques. Parce que, en effet, c'est des ultra riches qui prennent le pouvoir, qui veulent rabaisser les minorités, je sais pas ce qu'ils peuvent avoir de plus en fait, parce qu'en guillemets, non mais ils ont déjà tout. Ouais. Et moi je trouve c'est ça qui est le plus violent là-dedans. Mais il faut juste que les gens se réveillent. J'ai juste envie de dire ça quoi. Réveillez-vous, parce que c'est pas eux qui vont vous proposer un avenir meilleur. Bien au contraire. Et je pense ils ont joué avec toute la situation, je dirais économique, la situation financière et la situation dans laquelle les gens se trouvent aujourd'hui. On l'a vu en Allemagne aussi avec la montée de l'extrême droite. C'est les mêmes processus qui se répètent, où on trouve un bouc émissaire, où on fait croire voilà, que c'est le voisin, c'est lui le responsable de tous tes malheurs. Moi, je suis là pour que le voisin parte de chez toi, puis tout ira mieux. Et les perdants, c'est quand même toujours les mêmes. Hein. Et c'est toujours les mêmes, parce qu'au final, c'est quand même les gens qui sont dans des situations de vie difficiles qui vont quand même supporter les conséquences de l'arrivée de cette extrême droite au pouvoir. Et c'est malheureux.
Je ne veux pas t'interrompre. Tu voulais encore dire Non, quelque chose? non, et puis les femmes. Enfin, disons, Oui, oui. Peut-être que là, Pour faire le pont. mais peut-être que la clé, c'est un soulèvement féministe mondial. C'était exactement la question que je voulais Ah. vous poser. Non, pour faire le pont avec le deuxième, la deuxième partie, ou en tout cas l'autre débat que vous voulez encore mener sur les féminicides, est-ce que ce renouvellement d'une masculinité, de violence conservateur, est-ce que vous avez l'impression que ça joue un rôle important dans cette vague de droite, dans cette nouvelle vague? C'est fondamental, vraiment. Je pense que c'est un socle, moi, qui m'inquiète énormément. Qu'on pensait pas éteint, mais un peu plus silencieux. C'est vrai. Ouais, on n'a jamais pensé, disons, on n'était pas naïf de penser On qu'ils n'avait avaient pas dépassé disparu. le patriarcat, ça, Non, vous savez. non, Ouais. ni le capitalisme. Ni le capitalisme. On y travaille. Mais par contre, on avait quand même réussi à, je trouve, travailler pour que cette aile-là, qui, rappelons-le, est quand même minoritaire, soit quand même moins entendue. Et puis aujourd'hui, je trouve qu'elle est beaucoup plus visible, elle a beaucoup plus d'écho médiatique, elle a beaucoup plus d'écho dans les réseaux sociaux, et je pense qu'elle est en train de fédérer autour d'elle, et c'est vraiment très inquiétant. Je rappelle quand même qu'on a des partis politiques aujourd'hui qui gouvernent, et y compris en Suisse, qui ont des positions sur la question des droits des femmes, des droits à l'émancipation, des droits à l'intégrité physique, psychique, avec des partis qui remettent ça en cause. Et ils s'en cachent plus. Ils le disent franchement. Et si ça ne crée pas un espèce de réveil pour se dire que maintenant ça suffit, ça c'est quelque chose qui m'inquiète. Et je pense que c'est un lien super important aussi avec la droite européenne, ce retour d'une position, d'une masculinité qui dit nous avons le droit naturel à avoir le pouvoir dans la société, et tous ceux qui nous dérangent, on les met juste de côté, entre autres les femmes qui essaient d'avoir une position dans notre société. Et je crains qu'il y aura évidemment un retour aussi d'une violence physique. Elle était jamais cachée, tout à fait d'accord. Elle était jamais partie aussi de notre pays, malheureusement, et d'autres pays en Europe. Il y a un débat qui est revenu, qui est un peu paradoxal ces dernières semaines. C'était Giorgia Meloni, la présidente ou la première ministre, de la République italienne, qui a fait passer une loi qui déclare les féminicides, qui met les féminicides comme catégorie séparée spéciale dans le code pénal pour combattre un peu paradoxalement cette violence masculine. Est-ce que c'est une bonne idée? Alors, au PS, on a toujours défendu l'introduction d'une infraction appelée féminicide dans le code pénal. Parce que nommer les choses, les identifier, c'est les faire exister. Et aujourd'hui, le fléau autour des féminicides, c'est que c'est des crimes à huis clos, qui se déroulent pour la plupart, en fait, à la maison. Et on doit absolument sortir ces violences sexistes et sexuelles dont les femmes sont majoritairement victimes de la sphère domestique pour le replacer sur le débat public et en faire vraiment une responsabilité de toutes et tous. On doit donner une réponse collective. Il faut pas se leurrer d'une chose, c'est que d'une part, de faire une mesure répressive, ça aide, mais ça ne suffit pas. Donc ça veut dire qu'on doit absolument engager des moyens importants dans la prévention, la sensibilisation, des moyens pour les femmes de sortir des violences, des moyens d'émancipation pour les femmes, parce que c'est en leur permettant de s'émanciper qu'elles pourront aussi avoir des outils pour sortir de ces violences. Et puis alors l'autre élément dont il faut pas trop se leurrer, c'est des intentions de Madame Meloni, parce que faut quand même rappeler qu'elle dirige un gouvernement d'extrême droite, que son électorat ainsi que sa majorité n'ont pas du tout l'intention d'améliorer le droit des femmes en Italie. Et c'est pourquoi qu'elle l'a fait maintenant? Je pense que c'est juste une mesure populiste pour cocher la case de dire je suis une femme, j'avais promis de faire quelque chose et je l'ai fait. Et on sait que de le faire de cette manière-là, ça permet d'avoir une grande attention médiatique. La preuve, on en parle aujourd'hui. C'est vrai. Mais par contre, les mesures qui sont utiles sur le terrain et qui permettent aussi d'attaquer tous ces biais de genre qui font que la violence s'intègre dès le plus jeune âge, qui sont présents dans les couples, dans les familles, ces mesures-là, elles n'existent pas en Italie. Et c'est pas le gouvernement Meloni qui va les porter. Il y a une question du public qui vient d'arriver, évidemment, c'est la question principale. On connaît déjà la catégorie du meurtre, du homicide dans le code pénal. Est-ce que un meurtre d'une femme est plus important qu'un meurtre d'un homme?
Tu veux que je te connaisse? Non, mais j'ai envie de dire, il y a pas un niveau à mettre entre le meurtre d'un homme ou d'une femme. Dans le féminicide, il y a tout un processus qui est mis en place. Et c'est ce processus-là qui, pour moi, est plus grave et doit être jugé d'une autre façon qu'un meurtre qui peut arriver d'une façon différente. Là, on axe vraiment en fait il y a une agressivité, il y a des conséquences de tout un processus qui est mené à travers des violences conjugales, des violences domestiques qui sont portées sur un genre. Et aujourd'hui, on peut pas renier que malheureusement en Suisse, toutes les 2 semaines, si je me trompe pas, il y a une femme qui meurt sous les coups. On est arrivé au 9e féminicide. Au 9e féminicide jusqu'à aujourd'hui. Et pour moi, c'est ça qui est dramatique et c'est ça, comme l'a dit Jessica, qui doit être porté sur la place publique, parce que si on n'en parle pas, pour moi, on minimise ce qui est en train de se mettre en place, et c'est l'effet pervers en fait de tout le processus qui arrive jusqu'au moment où on arrive à ce féminicide, parce que souvent et la plupart du temps, les femmes, je sais plus dans les pourcentages, toi tu dois peut-être les connaître, mais c'est des femmes qui ont porté plainte contre des violences et qui malheureusement finissent après par décéder, par mourir, parce qu'il y a une violence qui a été beaucoup trop loin. Et c'est cet élément-là qu'il faut aujourd'hui dénoncer et qu'il faut intégrer dans le code pénal. Je pense que c'est quand même hyper important de rappeler qu'en Suisse, les femmes meurent par meurtre plus que les hommes. Les femmes sont plus souvent victimes de meurtres que les hommes. Que les meurtres qui ont lieu dans la sphère domestique sont plus nombreux que les autres. Aujourd'hui, il y a une prévalence massive du fait que les femmes sont les victimes, et ça c'est statistiquement c'est démontré, et elles sont victimes où? Chez elles. Chez elles. Ouais. Et ça, faut quand même rappeler que l'endroit en Suisse où les femmes sont le plus en danger, c'est à la maison. D'être tuées, d'être violées, d'être agressées, d'être mises sous pression, d'être abusées, c'est chez elles. Et tant qu'on n'aura pas rappelé ça, on n'avancera pas. Le lieu dans lequel on est censé être protégé, c'est le lieu où les femmes sont en danger en Suisse. Tu as déjà parlé de quelques mesures, mais en général, ça signifie aussi qu'on a un problème, disons, vraiment structurel dans la société, de ce pouvoir patriarcal. Où est-ce qu'on commence de changer, si on veut parler, disons, de prévention, ce que tu as mentionné, parce qu'on ne veut pas intervenir juste après le meurtre, mais avant, c'est quoi les mesures concrètes pour dépasser cette logique de violence, cette épidémie de violence presque complètement tabouisée dans ce pays, quand même. T'as raison, du reste, quand on parle de féminicide, on parle souvent de crime de propriétaire. Ça veut dire on dit que un homme, quand il ôte la vie d'une femme, parce qu'elle est une femme, parce qu'elle veut le quitter, parce qu'il y a un problème dans le couple, par exemple, on parle en sociologie d'un crime de propriétaire. Il agit comme ça parce que comme si ça serait on veut lui enlever son objet. C'est sa priorité. C'est que si tu ne peux pas m'appartenir à moi, tu n'appartiendras à personne. Et on doit agir, je pense, fondamentalement sur tous les éléments qui font que dans la vie d'un homme, depuis la naissance, aujourd'hui, la société construit ce sentiment de propriété envers les femmes. Et on doit déjà être conscient que ça se passe dès la naissance, que les biais de genre sont acquis par les jeunes garçons dès le plus jeune âge, sur des premiers éléments qui nous paraissent aujourd'hui totalement normaux comme ça dans la société. Donc on doit vraiment agir à tous les âges. Et puis d'autres éléments clés, c'est de travailler, ça c'est vraiment quelque chose auquel je crois très fort, c'est vraiment à tous ces vecteurs d'émancipation des femmes, notamment sur l'émancipation financière. Parce que pour qu'ils puissent partir aussi dans un exactement. C'est-à-dire que ce qui permet aussi aujourd'hui les mesures coercitives des hommes sur les femmes, c'est la pression financière. Et puis là, on rejoint un autre dossier qui, je sais, te tient à cœur, Valérie. C'est celui de la question de l'accueil préscolaire et parascolaire. C'est les crèches. C'est que de permettre aux femmes, en fait, de travailler, c'est pas qu'une espèce de mesure productiviste, hein. C'est aussi de leur permettre d'acquérir cette indépendance financière. Pour ça, il faut permettre d'avoir suffisamment de places, d'accueil de jours qui soient accessibles aussi. Si elles ont une émancipation financière,
Ça veut pas dire que ce sera facile, mais elles pourront peut-être plus facilement aussi quitter des conjoints violents, avoir des perspectives différentes. Et puis ça, c'est des éléments clés. Et puis surtout, c'est des éléments sur lesquels, c'est un peu prétentieux ce que je vais dire, mais on a des réponses. Nous, au Parti socialiste, on a des réponses. On propose des mesures concrètes, parce que c'est clair que d'intégrer le féminicide dans le code pénal, c'est une chose. Mais après, le but et l'objectif, c'est d'éviter qu'on arrive à ce type d'acte. Mais pour le faire, il faut repartir très 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 en amont. Et puis ça, je pense que c'est hyper important de montrer qu'on n'est pas là que pour faire de la répression, mais aussi des mesures de prévention et d'accompagnement. Et la question de l'indépendance financière, pour moi, elle est primordiale, parce que elle est pas seulement pour les femmes qui vivent des situations, je dirais, de couple ou conjugales difficiles. C'est pour l'ensemble, en fait, des femmes, parce que on le sait malheureusement, les divorces représentent quand même une part importante des situations dans lesquelles on peut se retrouver. Donc, des femmes séparées. On sait que à la retraite, c'est aussi plus difficile pour les femmes d'avoir des bonnes retraites, parce que tout leur parcours de vie, elles ont malheureusement été dans des métiers qui n'ont pas forcément, pour la plupart, des revenus importants. Donc c'est là aussi que les choses sont importantes. C'est cette revalorisation aussi de l'aspect financier. Et pour moi, il y a aussi une sensibilisation. On en parlait tout à l'heure. On a des campagnes de sensibilisation contre la violence domestique. On axe plutôt sur, malheureusement, encore et toujours les hommes. Mais il y a aussi des campagnes de sensibilisation qui doivent être faites pour les femmes, pour qu'elles se rendent compte du rôle qu'elles ont aussi à jouer en ayant une situation de vie peut-être différente, en ayant une activité professionnelle qui permet d'avoir cette indépendance financière, et qui permet d'être totalement aussi indépendante, de pouvoir mener sa vie aussi comme elle le souhaite. Je pense que ça, c'est des éléments qui sont nécessaires aujourd'hui. Si ce problème commence évidemment, disons, dans le sexisme quotidien que vit chaque femme dans ce pays, est-ce que vous ressentissez ce sexisme sous la coupole fédérale auparavant, dans le travail parlementaire? Moi, alors franchement, à titre personnel, rarement. Mais parce que j'ai jamais été dans une situation où j'ai senti un sexisme par rapport à une prise de position ou par rapport à certains propos. Je sais pas, peut-être que je fais peur. Je sais pas. Non, mais déjà, c'est hyper intéressant. Ça veut dire que pour qu'une femme soit pas ennuyée, faut qu'elle fasse peur. Ouais, alors peut-être, je sais pas, mais parce que je pense que je suis quelqu'un d'entière et j'ai du répondant et la personne. Alors peut-être que je l'ai vécu, mais sans m'en rendre compte directement, et j'ai pu réagir. Ce qui est hyper important de dire, et c'est toujours le message qu'il faut rappeler, c'est qu'une femme, qu'elle ait du caractère ou pas, qu'elle ait du répondant ou pas, qu'elle fasse peur ou pas, on ne l'emmerde pas. Et c'est tout. Et en fait, on doit arrêter de penser, et là quand je dis on, je pense pas aussi pour moi, mais les femmes, qu'on doit construire notre carrière, politique ou autre, en étant dans cette obligation d'acquérir des outils particuliers, qui sont en fait rien d'autre que des outils de défense, pour s'assurer qu'on ne sera pas emmerdé par des mecs. Et en fait, à partir du moment où on est juste conscient que ça existe, et qu'on s'est structuré comme ça ça veut dire qu'il y a du sexisme. Ouais, parce qu'on est obligé de se protéger. Mais même sans qu'on s'en rende compte, sans que ça soit conscient. Tout à fait. Et puis, moi, je me pose toujours la question, tu vois, quand on vient te poser la question, est-ce que tu prendrais cette présidence, ou est-ce que tu prendrais ce rôle-là, etc. Il y a une autre manière de réagir. Mais moi, je le vois encore, et y compris auprès de collègues qui ont des carrières exceptionnelles. Tu crois que je suis la bonne personne? Est-ce que tu crois que j'ai les compétences pour? On était les deux présidents d'un parti cantonal. Si on est obligé de trouver des hommes et des femmes pour un poste politique, c'est phénoménal. Mais c'est extraordinaire, comme les réponses, elles sont vraiment tout le temps les mêmes. Et je pense que la clé, c'est toujours de se dire,
que ferait un homme à ma place? Écoute, la réponse est oui. Contraire. Un jour, oui. J'ai lu une phrase, malheureusement, je sais plus qui l'a dit ou qui l'a écrit, mais je trouve absolument, c'est parfaite pour résumer ce point, c'est de dire, en tout cas en politique, on aura l'égalité entre hommes et femmes en Suisse si enfin une femme médiocre arriverait au Conseil fédéral. Et ça, je trouve que c'est parfaitement exactement la conclusion qu'on doit en tirer. Notamment, évidemment, pas, on ne parle pas de personnes concrètes qui viennent d'être élues pour ces sections, mais c'est quand même impressionnant. Si vous regardez les carrières des membres du conseil, des femmes qui sont au conseil fédéral, ils ont dû construire une carrière extraordinaire. Notamment, il n'y a aucune femme qui a des enfants qui a eu la chance d'arriver au conseil fédéral parce qu'on considère que les structures aujourd'hui ne sont pas capables d'ouvrir les mêmes chances de carrière pour une femme. Non, c'est des vrais enjeux. La conciliation vie privée, vie professionnelle est un enjeu fondamental dans la construction des carrières des femmes. Mais il y a aussi, on doit le dire et doit l'admettre, il existe un plafond de verre qui résiste, qui est là et qui est permanent. C'est vraiment ce côté rageant, on le voit. On forme de plus en plus de femmes dans les universités, on forme de plus en plus de femmes dans des métiers qui ne leur étaient pas destinés avant. Enfin, on a fait quand même un gros travail. On en voit de plus en plus progresser à des échelons de cadres intermédiaires mais on le voit partout, que ce soit par ailleurs dans l'économie privée, voire même dans la fonction publique. C'est compliqué de pouvoir avoir des modèles féminins dans des postes à responsabilité, dans des domaines où on a longtemps dit que c'était pas des domaines qui étaient construits pour des carrières féminines. Et moi, je crois vraiment à cette notion de l'exemple, que la société doit créer des modèles, doit montrer que c'est possible. Et puis, c'est pour ça que c'est essentiel. Et ça fait le lien avec le sujet précédent, qu'on ait plus de femmes au Conseil fédéral. On n'en a que 2 maintenant sur 7. C'est comme un recul historique. C'est un recul important et c'est, moi, je pense, une image qui est vraiment délétère pour toutes les politiques publiques d'égalité qu'on veut construire. Mais je pense qu'on est aussi des exemples concrets de modèles. Et je pense qu'il faut aussi qu'on utilise notre... Ah oui, quand même. Non, mais c'est vrai. Et c'est vrai. Aujourd'hui, on le voit aussi, au sein du Parlement, au sein du Conseil national, dans le groupe socialiste, on a une majorité de femmes élues. Donc, on voit bien que les choses sont possibles. Presque 2 tiers, je crois. Même plus que, il faudra bientôt des quotas pour avoir assez d'hommes au Parti socialiste, mais ça c'est une autre chose. C'est pour ça que j'ai toujours été contre les quotas, parce que je sais qu'un jour je suis de facto plus. J'ai pas un quota parce que je suis seul homme de gauche. On peut faire un beau débat sur les quotas avec pour la prochaine. Non, mais volontairement. Non, mais pour dire que les choses sont possibles et puis que pour apporter du changement, il faut aussi, oser. S'enlever tous les freins qu'on souhaite se mettre et puis il faut foncer. Je crois que dans cet esprit-là, on voit que on est 2 femmes ici représentées, 2 conseillères nationales avec des parcours de vie différents et c'est possible d'avoir des enfants et d'avoir des fonctions importantes au niveau politique, mais pas que, au niveau économique aussi. Et je pense que on est là pour le prouver aussi. Et puis je crois que on fait bien notre job avec des compétences qui sont différentes dans différents domaines. Malheureusement, j'ai déjà arrivé vers la fin de notre temps, mais avant qu'on arrête ce premier live sur Instagram, vous êtes maintenant, t'es là depuis 2011 aussi, maintenant j'étais arrivé en 2011 avec quoi exactement 14 ans, une année pour Jessica. Est-ce que vous avez déjà élaboré des stratégies de détente après la 3e semaine de session, parce que c'est quand même une pression assez extraordinaire, le tunnel de Berne. Qu'est-ce que vous allez faire ce week-end? Ski. Ah non, du ski? Un Skifahren. Oui. En Suisse centrale, alors. En Suisse centrale. Non, le ski. C'est ski de fond ou ski de piste. Ski de piste. Du vrai ski. Il y a encore de la neige? Il y a encore de la neige. Quand on la charge bien, on en trouve encore. Non, ski, ça c'est ma méthode pour l'hiver. Et en été? Et en été, vélo. Ah, ok. Le sport. Ouais, du sport. Ouais. Moi, je suis contente parce que demain soir, il y a personne à la maison. J'ai pas les enfants, j'ai pas mon mari. Prendre un bain. Et puis, je vais justement faire un peu de sport, m'occuper de moi. Ouais. Et puis, je pense que ça va me faire un grand bien avec un petit verre de vin blanc pour terminer la soirée. Et puis, je pense que j'irai rapidement me coucher. Et surtout pas regarder les téléjournaux. Ah non. Alors, rien. Se déconnecter de tout pendant juste une petite soirée pour, après démarrer le week-end en famille avec, des activités riches.
Valérie, Jessica, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous avoir fait l'honneur de venir pour cette première épisode. J'ai pas le droit de dire épisode, mais c'est le premier live du PS Suisse, le de Chant Libre. Merci beaucoup à toutes et à tous qui nous ont regardé ou écouté sur Instagram pour tous les commentaires. Si vous avez des feedbacks à nous donner, n'hésitez pas à utiliser le champ des commentaires et on va continuer de faire ce genre de débat public avec les élus sous la coupole fédérale du groupe socialiste. Je m'appelle Cédric Vermouth, je suis le coprésident du PS Suisse et je vous souhaite une bonne nuit.